Alors, bienvenue à Fenêtre sur le cosmos. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. Alors, nous allons, dans les 2 prochaines émissions, parler des télescopes. Mais avant tout, on va parler aussi de l'origine des télescopes. Oui, effectivement, on va parler de l'origine et aussi du premier achat de télescope qu'on veut faire, une question qui nous est posée régulièrement. Mais c'est ça. Donc, si on veut débuter, on a eu des rapports, on a eu des écrits laissés par les Grecs nous disant que on s'était rendu compte qu'une goutte d'eau, OK, ou de l'eau dans quelque chose qui était comme circulaire pouvait agrandir des lettres, pouvait agrandir des objets. Alors déjà là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial là, qu'il fallait faire, qu'on pouvait peut-être faire. Et à un certain moment donné, bien là, ça a duré. Il s'est pas fait grand-chose. On était dans les années un petit peu avant Jésus-Christ. Et ça a perduré, ces connaissances-là, puis ça n'a pas vraiment avancé avant les années 1500, où un célèbre monsieur Roger Bacon, au Bacon, il a commencé justement à créer des lentilles, OK? Parce que ça, ces informations-là, que ça pouvait grossir, c'est resté dans la tête, mais la technique n'était pas là. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à créer des verres, mais la qualité n'était vraiment pas là. C'était vraiment... Et ça servait pour la presbytie. C'était des verres pour corriger la presbytie. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et par la suite, eh bien, il y a un monsieur Guillaume Battista de la Porta qui, lui, avait comme imaginé que si on avait des verres, on pourrait peut-être les agencer ensemble. Au lieu d'avoir juste un verre pour regarder, comme moi je te vois avec mes lunettes, là, si on agençait plusieurs verres ensemble, on pourrait peut-être agrandir de beaucoup des objets. Alors ici, on a une lunette qui a été dessinée par monsieur de la Porta pour illustrer qu'on pourrait peut-être faire un télescope avec ça. Mais comme je disais, la qualité des verres n'était pas là. C'était pas possible d'agencer plusieurs verres ensemble pour grossir. Alors, c'est venu plus tard, dans les années 1570 et début des années 1600. Il y a un monsieur Hans Lippershey. Alors, lui, c'est comme un des premiers, monsieur Hans Lippershey, qui a même créé un brevet pour une invention qui ressemblerait à une lunette. Okay. Et ça lui a été refusé, pour des raisons que je ne peux pas t'expliquer. Okay. Et un peu plus tard, ben c'est ça, il y a un autre monsieur, Zacharias Janssen, dans les années 1600, qui lui aussi a inventé une lunette. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de travaux qui se font sur les lunettes. OK. Et, mais il y a encore rien de vraiment concret. C'était comme les premiers inventeurs, si on veut, là, de la lunette. C'est ça, les premiers, mais ça marchait, mais la qualité n'était pas quand même très, très là. Alors aussi, il y a eu un monsieur Thomas Harriot qui, lui, aurait observé et dessiné la Lune. Et ça, c'était dans les années juillet 1609. Et ça, c'était des mois avant Galilée. Hein, parce que nous, on connaît que Galilée a fait des travaux très nombreux avec plein de choses, des observations, des dessins. Et, mais M. Harriot, qui semble être le premier à l'avoir fait, n'a jamais très publicisé ses travaux. Ça. Galilée, il a été pas mal plus publié. Là, tandis que Galilée, lui, est allé de l'avant. Donc, je pense que c'était à l'automne, fin d'été, à l'automne. Galilée, en 1609, a commencé à faire des travaux, de regarder la Lune, de regarder les planètes, de regarder plein de choses intéressantes. Et il a même montré son télescope aux autorités vénitiennes. Et c'était le début de la vulgarisation à partir des télescopes, parce que dans le fond, il voulait essayer de mettre ça de l'avant. Ici, on peut voir justement les lunettes que Galilée avait lui-même fabriquées. Et on voit qu'il n'y a pas de diamètre. Hein. Tantôt, on voyait des diamètres de 200 mm. On est loin des grands diamètres, là. Oui. Et ça, on a des diamètres de 15 à 20 mm. C'était tout petit, là. Alors, voici des images qui montrent des dessins que Galilée a produits là, durant ses observations. Et c'est là qu'il est venu perturber toute la communauté astronomique et naturellement
tout le clergé. Hein? Parce qu'il faut comprendre que dans ce temps-là, on disait que ce que Dieu avait créé, que tout était parfait. Tout était parfaitement rond, tout était parfaitement circulaire. Et là, on s'aperçoit que sous la Lune, c'est plein de trous, puis il y a toutes sortes de choses qui ne marchent pas. Fait que là, déjà, là, ça a commencé à brasser un peu. Et Galilée, bien, il s'est amusé aussi à regarder le soleil avec sa lunette, puis il a découvert des taches solaires, comme on peut voir sur les dessins de Galilée ici. Et ça, je veux dire, c'est encore là, c'est une autre affaire qui était comme sortie de l'ordinaire. Hein? Alors après ça, bien, naturellement, lui, il a observé, il était comme le premier à observer Jupiter, à découvrir les 4 lunes galiléennes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, les lunes galiléennes. Ben oui. Il a observé que toutes ces lunes-là tournaient autour de Jupiter. Et ça, c'est sûr que ça lui a comme donné un drôle de coup, ça, parce que c'est là qu'il s'est vraiment reposé la question, est-ce que les planètes tournent autour de nous, ou bien c'est nous autres qui tournent autour peut-être d'un astre plus gros, hein? Parce qu'il disait, là, ici, tu as comme un petit système solaire, là, avec ces différentes lunes-là. Et ces lunes-là, hein, n'importe qui les regarde, on les voit bouger rapidement. Hein? Ça prend pas des semaines à bouger, là, ça prend des heures. Et après ça, bien, il a regardé Vénus. Il a même vu que Vénus avait des phases, un peu comme la Lune. Alors ça, c'était un autre gros mystère, hein? Des découvertes incroyables. Et il a vu une planète avec des oreilles. Et bien, et là, ça, c'était quelque chose. Ben oui. Une planète avec des oreilles. C'était un mystère, là. C'était mystérieux. Et aujourd'hui, on sait que c'était Saturne qui voyait. Mais son télescope avait tellement pas de pouvoir de résolution, qu'on va voir plus tard. Ben oui. Eh bien qu'il ne voyait pas des anneaux, il voyait comme des oreilles. Et si on fait une histoire vite, eh bien, beaucoup plus tard, il y a un monsieur Newton, hein, qui a inventé le télescope Newton. Avec miroir. D'ailleurs, on peut voir ici. Et ça, c'est plus une lunette, là, maintenant. Là, hein. Avant, c'était des vitres, c'était des lentilles. Là, on est rendu plus avec un miroir qui concentre la lumière et qui le projette vers un oculaire, qu'on va voir aussi tantôt. Et je te dirais que ça fait pas mal de tour là, des télescopes. Alors, on voit que ça date du temps des Grecs, hein, même de Jésus. Là. OK. Et qu'il y a eu des gens qui ont eu comme des indices qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et cette idée-là a germé, mais ne s'est pas développée avant les années 1500 quelques et 1600, au moment où la technique était plus au niveau de la technique de fabrication et était comme rendue au niveau que c'était possible. Avant ça, bien, on n'avait pas les connaissances techniques pour le faire. Le télescope James Webb est l'observatoire spatial le plus puissant jamais construit. Il a été lancé le 25 décembre 2021 par le lanceur Ariane 5 à partir de Kourou, en Guyane, et il est en opération depuis juillet 2022. Il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un endroit spécifique nommé Lagrange L2. Le télescope Webb est 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble. Le diamètre du miroir principal est de 6,5 mètres, ce qui fait de Webb le plus grand télescope spatial jamais construit. Le miroir est formé de 18 sections hexagonales de beryllium plaqué or, chacune pouvant être réglée individuellement. Webb possède un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis. Webb est si grand qu'il a dû être plié pour pouvoir entrer dans la fusée Ariane 5 qu'il a lancée dans l'espace. Le télescope Webb capte la lumière infrarouge, imperceptible à l'œil, pour permettre d'étudier toutes les phases de l'histoire du cosmos. Avec les 4 instruments du télescope, conçus expressément pour détecter la lumière infrarouge, il est possible de voir à travers la poussière cosmique et d'examiner les objets célestes froids et très lointains. Ses objectifs sont d'observer les confins de l'univers encore plus loin que jamais auparavant, rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le Big Bang, mieux comprendre la formation et l'évolution au fil du temps des étoiles, des planètes et des galaxies, explorer les mondes lointains et étudier le système solaire, déterminer s'il y a des formes de vie sur les planètes en orbite autour d'autres étoiles. L'Agence spatiale canadienne a fourni au télescope Webb l'imageur et spectrographe sans fente dans l'approche infrarouge, le INR-ISS et le détecteur de guidage de précision, le fameux FGS. Grâce à la contribution du Canada,
des scientifiques canadiens se voient accorder du temps d'observation au télescope Webb et seront parmi les premiers à profiter de ces instruments à la fine pointe de la technologie. Bon, nous sommes dans l'univers des télescopes. Je veux faire de l'observation, je veux m'acheter un instrument. Quel genre de télescope que ça me prend pour commencer à observer le ciel? Dans le fond, là, quand on veut se choisir un télescope, bien, une des principales questions que je pose aux gens, c'est quoi tu veux regarder? Pourquoi tu veux un télescope? C'est quoi tu vas faire avec? Puis la deuxième chose que j'ai dit, bien écoute, veux-tu l'acheter ou bien si tu veux le construire, ton télescope? Parce que c'est pas pareil, là. Ben non. Après ça, ben c'est sûr que ça dépend de l'argent que tu as. Si tu as 100 $, puis si tu as 2000 $, c'est pas pareil pantoute. Là. Fait que, tu sais, dépendamment de ce que tu es prêt à mettre pour regarder, pour observer. Après ça, ben notre télescope, est-ce qu'on veut le garder sur place? Est-ce qu'on veut le transporter? C'est-tu un gros télescope? Tu sais, bon, c'est ça. Fait que, est-ce qu'on veut un observatoire? Est-ce qu'on veut le garder dans la cour tout le temps prêt à observer? Fait que c'est un peu ça qu'il faut regarder. Puis, finalement, est-ce que je veux photographier le ciel? Parce que de plus en plus de gens veulent s'adonner à la photographie du ciel. Pourquoi? Parce que c'est rendu tellement plus facile qu'avant. Avant, je me souviens, quand j'ai commencé, c'était compliqué. Avec le film argentique, là, hein, le film... Ah, j'ai connu ça. Ah, oui. Ouais, le film qui cassait quand il faisait trop froid. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, avec le numérique, ben, n'importe qui peut arriver avec son cellulaire, le mettre après l'oculaire, puis faire une belle photo de la Lune. Oui, tout à fait. Bon, fait que c'est ça. Alors, est-ce que je veux photographier avec le télescope? Ben oui. Bon, maintenant, si on revient au premier point, c'est quoi que je veux regarder dans le ciel? Ben oui, parce que c'est une question fondamentale. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je veux juste regarder les planètes. » Fait que c'est pas pareil pantoute que si tu veux regarder les galaxies, tu sais. Fait que c'est pour ça que ce que je veux regarder, c'est, bon, il faut que tu te poses la question. Est-ce que c'est pour des planètes? Oui ou non? Probablement que ça va être oui, parce que tous les télescopes ils peuvent voir des planètes. Mais après ça, si tu dis « Ben non, moi, j'aimerais ça aussi aller plus loin. » J'aimerais ça voir des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Alors, à ce moment-là, ben, tu sais, si tu as un télescope qui est trop petit, ben, ça sera pas beau, tu sais. Tu sais, je me souviens, la première fois que, tu sais, moi, j'avais un petit télescope de rien, hein, de à peu près 50, 60 cm d'ouverture. Puis après ça, tu m'as amené à voir dans ton télescope ton 10 pouces. Puis quand j'ai vu l'amas globulaire d'Hercule, je suis tombé sur le dos. Oui, je me souviens très bien. C'est un bel exemple. Après ça, ben, si tu dis, ben moi, je veux surtout observer la Lune, ben c'est comme les planètes, tu sais, c'est pareil. Là. Ton télescope n'est pas obligé d'être aussi gros, aussi puissant. C'est parce que c'est plus lumineux. La Lune, c'est pas mal plus lumineux. Oui, c'est très, très lumineux. C'est pas dur à trouver, ça. Tout à fait. Après ça, ben, tu pourrais peut-être dire, ben, j'aimerais ça regarder le soleil. Oh, ben là, c'est sûr que le soleil, c'est une autre paire de manches. Le soleil, c'est dangereux. Donc, ça prend un télescope spécial, ça prend des filtres, ça prend plein de choses. Là, oui. Hein. C'est protégé. Et finalement, ben là, je me dis encore, le point, c'est est-ce que je veux photographier ce que je vois? Alors, est-ce que je veux photographier des planètes, des galaxies, ainsi de suite, le soleil? Alors, c'est pour ça que, bon, ça aussi, c'est un point extrêmement important qui va être déterminant pour le type de télescope et surtout le prix que tu vas avoir à mettre dessus. Fait que, seconde question qu'on se pose, est-ce qu'on construit notre instrument ou si on l'achète? Bien, je te dirais que aujourd'hui, on l'achète. Mais il y a 15, 20, 30 ans, le dada des astronomes amateurs, hein, souviens-toi, dans nos débuts d'astronomie, hein, on voulait tous se polir un miroir. Oui. Et d'ailleurs, on avait eu une belle activité comme ça au club à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ça, le polissage de miroir, les prix sont rendus tellement bas que ça n'en vaut plus à peine. Il y en a encore, par contre, qui ça leur tente. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont bricoleurs, ils aiment ça travailler de leurs mains. Alors, à ce moment-là, ben, ils vont vouloir construire. Puis, un des avantages, c'est que c'est pas mal moins cher. Mais aujourd'hui, c'est moins sûr. C'est si moins cher que ça. Maintenant, le budget. Combien est-ce qu'on va investir dans l'instrument qu'on veut acheter? Bien, ça, c'est une grande question que chacun doit connaître avant de commencer. Hein. Moi, c'est une des premières questions aussi que je pose à quelqu'un. Combien tu veux dépenser
pour le télescope. D'abord, c'est-tu pour ton enfant qui a 10 ans? C'est-tu pour toi? T'sais? Et dépendamment de sa réponse, bien, ça peut jouer sur le budget. Hein? Alors, c'est ça. Il faut avoir une bonne discussion pour se choisir un budget approprié. Fait que la personne, normalement, elle me dit, bien là, je suis prêt à mettre 200, 300, 800, 1000, bon. Et après ça, bien, les critères pour déterminer, bien, c'est ça, faut regarder, bien, c'est quoi qui va faire qu'un télescope va coûter 100 $? Qu'est-ce que tu peux avoir pour 100 $? Puis qu'est-ce que tu peux avoir pour 5000 $? Hein? Fait que je veux dire, c'est deux mondes, là. Tout à fait. Saviez-vous que le planétarium de Saint-Félicien possède une imprimante 3D? Il est possible d'imprimer divers outils utilitaires et des objets précis pour perfectionner nos instruments et équipements. L'imprimante du planétarium a créé divers objets pour la boutique Souvenirs. Une réplique du robot Persévérance avec son drone hélicoptère Ingenuity, les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, cadrans solaires et fusées miniatures, ainsi qu'un dispositif permettant de faciliter la mise au point des instruments astronomiques nommés masques de Bahtinov, et aussi 2 formats de support de pointeurs laser pour photographier le ciel à l'aide de caméras. L'autre point maintenant, est-ce que j'achète un télescope ou une lunette astronomique? Bien, c'est ça, c'est qu'il va falloir déterminer c'est quoi une lunette, hein? C'est quoi un télescope. Dans le langage populaire, puis tu l'as mentionné au tout début, ben oui. Hein? Bon, on parle de télescope souvent, mais un télescope et une lunette, hein, c'est vraiment 2 choses différentes, mais on va y revenir un peu plus loin. Alors, une lunette, c'est un peu comme c'est avec de la vitre. Hein? C'est comme les lunettes qu'on avait pour regarder les bateaux. L'ensemble de lentilles. Les pirates, ben oui, là, ben oui. avec des lentilles. Là. OK. Alors, les avantages de la lunette, c'est que c'est prêt à utiliser quand tu l'amènes dehors. OK? C'est ça, tu sors ça, tu l'installes sur le trépied. Tu n'as pas de collimation à faire. La collimation, c'est des ajustements pour l'axe optique, pour mettre tous les miroirs puis les lentilles dans le bon angle. Et, oui. Et l'autre avantage d'une lunette, bien, c'est sans entretien. L'inconvénient de la lunette, c'est qu'il y a des problèmes d'aberration chromatique. On va le voir un peu plus loin, c'est quoi? C'est des défauts de l'optique. Dépendamment de la qualité de l'optique que tu as acheté, bien, tu vas avoir des couleurs qui vont apparaître autour des étoiles. Puis, si on veut une lunette de qualité, là, ça augmente les coûts, évidemment. Bien, c'est ça. Et l'objectif, qui est même petit, même si tu as un petit... prends l'exemple, mettons, d'une lunette qui est corrigée pour les aberrations chromatiques, là. Bien, à ce moment-là, tu vas payer très, très cher pour un même diamètre là, d'ouverture par rapport à un télescope. Oui. Puis la même chose qu'on va voir avec un télescope qui est plus un miroir qu'on va avoir dedans, hein, un miroir dans le fond, qui, lui, va refléter la lumière qui arrive des étoiles et qui va avoir un pouvoir, quand même, très intéressant. Bien, lui, il va coûter des pinottes. Alors, si on regarde un télescope, comme je viens de dire, c'est miroir et un oculaire, un petit miroir en avant pour faire dévier la lumière. Alors, on peut en voir des exemples ici, là. Et ça, c'est moins coûteux pour un même diamètre. Alors, si tu achètes un télescope de 5 pouces, avec un miroir de 5 pouces et une lentille de 5 pouces, bien, c'est pas le même prix. C'est le jour ou la nuit. Ben oui. Après ça, bien, les inconvénients du télescope, bien, c'est que lui aussi, il y a des défauts optiques qu'on appelle la coma. La coma, ça veut dire la comète. Ça veut dire que c'est un étirement d'étoiles dans la périphérie là, du champ de vision. Ouais. Puis, quand on le sort dehors, bien, il y a une mise à la température qu'il faut qu'il se fasse. Alors, des fois, je me souviens, les premières fois que j'avais des télescopes, là, puis je voyais dans mon oculaire comme des vers qui se promenaient dans mon image quand je regardais la Lune ou encore si je regardais Jupiter. Eh bien, là, je comprenais pas c'est quoi qui se passait, mais c'était les courants chauds et froids qui se mélangeaient à l'intérieur du télescope. Et ça, bien, ça veut dire faut... Si ton télescope était dans la maison et tu le sors dehors en plein hiver, bien, ça prend une bonne heure avant que ça se mette à la température. OK. Et un autre des inconvénients des télescopes, c'est que ces miroirs-là peuvent se désajuster pour avoir un alignement parfait.
Oui, puis c'est plus encombrant aussi parce que le tube est beaucoup plus long, plus grand diamètre. Ça collecte beaucoup plus de lumière, mais c'est plus encombrant. Ça prend une voiture appropriée ou un véhicule approprié. Là, bien, c'est sûr que si comme on disait tantôt, si tu voulais avoir un gros télescope, bien là, c'est sûr que ça fait partie des choix. Là. Tout à fait. Fait que là, on se pose une question. Est-ce qu'on veut transporter notre instrument pour aller sur le terrain ou si on veut l'avoir fixe dans la cour chez soi? Bien, si on veut le transporter, bien, on a des exemples ici. Hein, on peut voir, il y a toutes sortes de systèmes qui sont quand même bien faits. Hein. Ça peut être un système juste maison, hein, je veux dire, pour le déplacer chez vous. Si tu as un télescope avec un miroir de 1 mètre, ou même de 30 cm, bien, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir quelque chose qui va te permettre de le prendre, mettons, du garage, puis de le sortir dans le cours. T'sais. C'est là, parce que dans les clubs d'astronomie, c'est là qu'on voit les gens qui sont bien bricoleurs, là, puis il y a toutes sortes de dispositifs, là, de caissons, de transport, toutes sortes de choses comme ça. C'est assez beau à voir. Ça, c'est pour les télescopes qu'on parle. Mais pour la lunette, ben c'est sûr que tu n'auras jamais une lunette avec un miroir d'1 mètre, là, parce que d'un, il va peser 1 tonne, puis il va coûter $1 million, tu sais, fait que c'est ça. Puis aussi, est-ce qu'on a un observatoire? Là, dans le fond, si quelqu'un qui veut faire beaucoup d'observations, là, il faut qu'il prenne la décision de se construire un observatoire et de laisser son télescope tout le temps en place. Ça veut dire que des gros avantages d'avoir un observatoire, c'est que ton télescope, lui, il va toujours être à la température ambiante. Ce qui fait que sa mise à niveau de la température, bien, ça va se faire en un clin d'œil, tu sais. Mais c'est ça. Mais l'observatoire, si tu veux te construire un observatoire dans ta cour, bien, parce que dans le coin où tu restes, c'est quand même relativement noir, eh bien, ça peut être pratique. Ou encore, tu t'en vas à les clubs d'astronomie, des fois, comme ici, on peut voir une photo là, d'un bel observatoire que les gens se sont construits. C'est pas un club, ça, dans la région de Québec, sur la rive sud de Québec. Okay. Et ça amène là, très belles observations, parce que là, tu es dans un milieu presque parfait. Mais si je veux faire de la photographier le ciel, comment ça fonctionne? Bien, là, c'est sûr que dans notre choix de télescope, il va falloir qu'on regarde au niveau de l'optique. Hein. Ça prend une optique quand même là, qui est de qualité. On l'a vu tantôt, la lunette, elle a un défaut, les aberrations chromatiques. Après ça, tu as d'autres, les télescopes, eux autres, ont des défauts de coma. Alors, ça veut dire qu'il va peut-être falloir acheter quelque chose d'un peu plus dispendieux pour corriger ces différents défauts-là. Et si on veut faire de la photo, bien là, ça prend une monture qui va être en mesure de suivre le mouvement de la Terre. Parce que là, on sait que la Terre tourne sur elle-même. Hein? Même si on voit les étoiles se déplacer, on sait que c'est pas les étoiles qui bougent, c'est la si Terre. On grossit 100 fois, ben c'est comme s'ils se déplacent 100 fois plus vite. Ben oui. Fait faut que tu tasses ton tube à tout bout de champ, ton instrument. Ça prend un système motorisé pour compenser la rotation de la Terre. Exactement. OK. Et après ça, ben il va falloir que tu fasses l'achat d'une caméra astronomique. Ça aussi, ben tu peux la construire, mais tu sais, c'est très rare maintenant qu'on passe au bricolage. Les fameux CCD. Ben oui. On a fait des émissions là-dessus dans le passé. Ben oui, effectivement. Et on va en faire une bientôt dans nos prochaines émissions. Ben oui. Et idéalement, ça prend un bon site d'observation. Mais aujourd'hui, je pourrais vous dire que du fait qu'on a des caméras électroniques et avec des logiciels très sophistiqués, on est capable à ce moment-là de compenser, corriger pour la pollution lumineuse. Alors, c'est surprenant ce qu'on est capable de faire avec des caméras électroniques par rapport à ce qu'on était capable de faire avec des appareils argentiques. Ah oui, c'était pas le même monde. Avec les pellicules standards là, qu'on achetait, là, puis ça, c'était compliqué. Là. Mais aujourd'hui, avec l'électronique, puis avec Photoshop, on fait des miracles. Ah oui? On voit ça souvent sur les forums d'astronomie, puis sur Facebook. Ben oui, exactement. Ben oui. D'ailleurs, on peut voir ici un télescope qui est équipé pour faire la photo. Et on voit que ça prend quand même un peu d'équipement. Hein. C'est sûr que ça fait monter les coûts. Et on est en mesure, à ce moment-là, de photographier les planètes. Hein. On peut voir ici Jupiter, Saturne, Mars et même la galaxie d'Andromède. Hein. On est capable de faire vraiment des choses extraordinaires.
Bon, mais c'est intéressant, Claude, l'origine des télescopes, des lunettes, après ça, ou c'est le type d'instrument, le budget qu'on veut consacrer. Puis dans la prochaine section, sur les instruments, on va parler un petit peu plus technique. Oui, bien c'est ça. Tout au niveau de l'optique et de la qualité des télescopes, ça va nous aider à faire notre choix final. Alors maintenant, nous parlons des constellations circumpolaires, c'est-à-dire que ce sont des constellations qui semblent tourner autour d'étoiles polaires. Alors, elles sont visibles tout au long de l'année. Alors, pour le besoin de la cause, on va se concentrer sur la grande ours et la petite ours, qu'on appelle aussi la grande casserole et la petite casserole. Alors, pour trouver la petite casserole à partir de la grande casserole, autrement dit la grande ours, parce qu'elle est très facile à voir, vous avez 4 étoiles qui forment une espèce de carré et 3 autres étoiles. Mais l'étoile du centre, des 3 étoiles du Grand Chariot, il y a une étoile double qu'on appelle Alcor et Mizar. Si on va à l'extrémité de la grande casserole, l'étoile à l'extrémité, un petit peu plus bas, vous avez une galaxie qu'on appelle M51. Ça s'appelle la galaxie du tourbillon. Fait que si on voit les 2 galaxies, elles interagissent entre elles. Là, on parle possiblement d'une fusion de galaxies. Alors, M51, la galaxie du tourbillon, c'est très beau à voir au télescope. Alors maintenant, on rappelle le truc pour trouver l'étoile polaire, c'est qu'on prend les 2 étoiles extrémités de la grande casserole, on prolonge 5 fois la distance et ça nous donne l'étoile polaire. Et c'est le bout de la petite casserole, comme on peut constater. Maintenant, si on prolonge notre ligne imaginaire, à partir de l'étoile polaire, on se dirige vers une constellation qui ressemble à un W, qui s'appelle Cassiopée.